Je suis français, je suis expert. Je remercie Béatrice de nous avoir rappelé le contexte de ce projet. Je la remercie aussi donc je participe également aux travaux de l'Institut européen et je suis content d'avoir l'occasion de travailler en collaboration experts et avocats et non pas experts contre avocats comme elle semble dire que c'est plutôt la règle dans sa vie professionnelle. Nous allons vous parler avec Daniela des travaux du troisième working group du lot de travail numéro 2. Donc, je vais d'abord vous indiquer qui était dans ce groupe de travail et ensuite quelle était la mission, en tout cas ce que nous avons compris de la mission qui nous était demandée. Slide suivant, s'il vous plaît. Ah, c'est celui-là, d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce slide? Ce qu'il faut retenir de ce slide, c'était que nous étions 13 participants et que nous provenions de 9 nationalités différentes, ce qui veut dire que quand même les différences culturelles et les différences d'approche étaient largement représentées dans notre groupe et elles ont largement pu s'exprimer, ces différentes références culturelles et pratiques professionnelles, puisque nous nous sommes réunis 5 fois depuis à peu près un an, et que ce qu'on va vous présenter en 20 slides a donc été l'objet au minimum une quarantaine d'heures de travail en réunion, plus les heures au-delà pour échanger par mail et produire un rapport écrit que vous aurez également sur un certain nombre de pages, et les quelques 20 slides que nous allons, Daniel et moi, vous commenter maintenant. Alors, ce que nous avons compris de notre tâche, je vais pas vous la refaire, le Working Group 1, le Working Group 2 et 3. En fait, il y a un peu une faute de typo là. Notre mission, après Who, qui était le Working Group 2, les organismes de registration, après le What, qui était l'objet du Working Group 1, les critères, nous, notre rôle, c'était le How, c'est-à-dire comment est-ce que le Who, les bodies, vont évaluer le What, c'est-à-dire les critères. Donc, en bref, notre travail, c'était de nous pencher sur l'existant et de l'analyser pour pouvoir proposer des principes sur les éléments constitutifs d'un dossier de candidature à l'inscription sur un registre d'experts et également sur la méthode qui serait applicable par les organismes d'enregistrement pour vérifier la conformité des pièces soumises dans le dossier de candidature pour prouver le respect des critères définis par le premier groupe quant à l'inscription sur la liste. Alors, nous avons divisé notre présentation. Vous vous rappelez le groupe de travail numéro 1, il y avait grosso modo 3 classes de critères. Une première classe de critères sur la compétence professionnelle, la qualification, la formation, l'expérience. Le deuxième famille de critères, c'était plutôt tout ce qui était autour de la connaissance des règles de procédure, les règles de procédure nationales, mais aussi les règles de procédure générales, les principes du procès équitable et le contradictoire et tout ce qui va avec ça. Et puis la troisième famille que nous allons discuter, c'est les aspects qui ont plutôt trait aux aptitudes comportementales de l'individu à conduire des expertises et ces connaissances dans les concepts généraux de la déontologie applicable à l'expertise. Alors, concernant la compétence, la qualification professionnelle, l'expérience, la formation, on va d'abord, dans un premier temps, partager ce que nous avons vu dans le questionnaire. Vous vous souvenez de ce questionnaire, les 21 pays membres qui ont répondu. Et environ, sur cette problématique de l'évaluation des candidats à l'inscription sur le registre, il y a la moitié des pays, grosso modo, qui ont donné une réponse. Le CV, c'est une demande dans une très large majorité des pays qui ont répondu, bien entendu.
Le fait que le CV soit étayé par des diplômes et des certificats de formation professionnelle est naturellement également une demande complémentaire. Il y a, c'est peut-être étonnant, une minorité qui demande des preuves complémentaires de la réalité de l'expérience professionnelle qui est alléguée dans le CV. Donc au travers de rapports sur des réalisations professionnelles, au travers de lettres de recommandation par des employeurs ou par des clients qui étayent la réalité de ce que le candidat met dans son CV. Donc c'est une minorité de pays qui demande ça. Dans certains pays assez peu nombreux, on demande aussi des éléments qui vont permettre aussi de déterminer dès ce stade l'aptitude de la personne sur un plan professionnel à s'exprimer correctement, tant à l'écrit qu'à l'oral, pour conduire des réunions d'expertise et produire un rapport qui soit intelligible tant sur le plan du raisonnement que sur le plan de la motivation des conclusions qui y seront rendues. Voilà. Alors, juste un dernier point. Il y a 12 pays qui pratiquent une inscription avec une durée limitée d'inscription, c'est-à-dire que cette inscription n'est pas définitive, elle va être soumise à renouvellement, mais on reviendra sur ce point. Enfin, juste pour mentionner que du point de vue de la compétence professionnelle et de l'expérience, dans ces pays-là, il y aura une demande de production d'un rapport attestant le suivi de formation professionnelle continue, le CPD, la Continuous Professional Development. Donc voilà, on reviendra sur ce document. Alors, ce constat fait, les discussions dans notre groupe de travail ayant eu lieu, maintenant, quelles sont nos recommandations ? En termes de justificatifs attendus pour ce domaine cette famille de sujets à couvrir. Le diplôme d'université, les attestations de formation à une technique professionnelle, par exemple, si elle ne relève pas d'une formation de type universitaire, par exemple. Le cas échéant, des attestations d'inscription sur une liste de champs professionnels sont des justificatifs qui sont évidemment à recommander comme éléments fondant le dossier de candidature à inscription sur une liste, sur un registre professionnel, sur un registre d'experts. Une pratique professionnelle depuis un minimum de 5 ans qui serait démontrée effectivement par le CV du candidat, mais auquel ce CV serait joint des preuves de la réalité de ce qui est déclaré dans le CV. Donc ce que j'ai évoqué, des lettres de recommandation, des rapports de réalisation technique. Nous recommandons que ces critères-là soient des critères qui soient mis au rang de standard pour que l'organisme de contrôle puisse effectuer un travail de vérification efficace. Alors, ça a une conséquence. Donc, les éléments à vérifier seront donc diplômes et certificats d'un émetteur de certificat. Mais alors, pour que cet émetteur de certificat puisse être correctement évalué par l'organisme de contrôle, il faut que l'organisme de contrôle ait connaissance de cet émetteur. Et donc, la contrainte que cela va poser sur l'organisme de contrôle, c'est qu'il soit national et donc ait une connaissance des écoles qui ont un renom de niveau national, soit qu'il y ait quelque part un registre des écoles avec un principe d'équivalence qui soit fourni. Dans la réalité, aujourd'hui, ce registre des formations et des organismes de formation avec reconnaissance européenne n'existe pas aujourd'hui. Et donc, cela veut dire que ce travail d'évaluation de l'authenticité des diplômes et de la réalité de la formation qui est dispensée dans ces organismes ne pourra être fait au mieux qu'à un niveau national. Alors, tout ça concerne principalement l'inscription initiale sur une liste. Alors, dans le slide suivant, on se penche sur le cas d'un renouvellement d'une candidature à un renouvellement de l'inscription sur la liste. Là, le dossier initial qui a permis l'inscription initiale n'est plus exigible.
Par contre, ce qui peut être exigé et ce qui devrait être exigé, à notre sens, bien que ce soit aujourd'hui fait dans une minorité de pays, en tout cas qui nous a été remonté par le questionnaire, c'est qu'il soit établi un rapport de suivi de la formation continue, de la CPD, avec des attestations de suivi des cours allégués dans le rapport de formation continue. Voilà. Alors, je vais maintenant passer la parole à Daniela pour les sujets suivants. Il y a un petit sujet de discussion que nous proposons au jury et que Daniela va vous exposer et peut-être nous pourrons reprendre ce point à la fin de l'exposé. Thank you, Benoît. Yes, my name is Daniela Ilic. I come from... Merci, je m'appelle Daniela Ilic, je viens de Serbie. Je suis de l'Association nationale des experts en Serbie et je me réjouis de participer à ce projet. Et j'ai été ravie de pouvoir aider Benoît dans ce projet. Lorsque j'ai entendu tous les débats dans la salle, nous avons eu aussi des discussions dans notre équipe. En ce qu'il s'agissait des recommandations à fournir et à présenter. Il y a eu un certain nombre d'arguments en faveur ou contre, ou qui, par exemple, le point de discussion, est-ce que nous devons avoir l'exigence ou de manière contraignante d'avoir un diplôme universitaire? La partie de l'équipe qui n'était pas en faveur certaines professions demandent aussi d'avoir un diplôme universitaire alors que d'autres ne l'exigent pas. Ou, par exemple, aussi tout simplement un diplôme de fin d'études genre baccalauréat, plus une autre formation. Okay. Better. Okay. I will just move. Donc, les experts peuvent être qualifiés donc, par de l'éducation, la formation, l'expérience ou tous ces aspects rassemblés. Et l'expertise peut être basée sur leur expérience seulement, mais et aussi sur leur éducation et la formation ainsi que l'expérience. Une autre partie donc de notre équipe était plutôt pour le fait d'avoir des diplômes universitaires et donc seulement des personnes détenant un tel diplôme universitaire puissent faire une demande d'être inscrits au registre des experts parce que généralement ces personnes aussi ont un niveau d'éducation élevé, sont souvent considérés comme étant fiables dans la part de leur formation. Et vous avez, pour ainsi dire, ce qu'on pourrait appeler une certaine dignité professionnelle. Donc, ils sont considérés comme étant très respectables et bien sûr l'aspect compétence, intégrité et moralité. Donc c'était un sujet que nous avons beaucoup discuté. La recommandation était, comme nous l'avons dit précédemment, et ce que Benoît nous a dit précédemment. Ensuite, dans la deuxième partie, nous allons maintenant
aborder la question de la connaissance des règles de procédure. Est-ce qu'il est nécessaire que le candidat en dispose et comment est-ce qu'il peut, s'il n'a pas ces connaissances, les acquérir? Eh bien, ce n'a pas été très facile de résumer les résultats issus du questionnaire, en particulier en liaison avec donc la nécessité de connaître les règles de procédure. Par exemple, les exigences dans les États membres. Par exemple, certains États membres exigent que l'on ait beaucoup de connaissances dans le domaine, alors que d'autres estimaient que qu'il n'y avait aucune exigence en ce domaine. Le critère principal qui permet aux États membres de s'assurer que donc on a une certaine connaissance, c'est d'avoir par exemple une formation par un institut de formation pour cet aspect-là. Donc, ou alors, par exemple, un examen oral ou écrit sur des sujets de procédure, ou alors, par exemple, des experts aguerris qui transmettraient leurs connaissances à des jeunes experts qui entrent dans la profession. Et également la possibilité de faire une évaluation des connaissances de la procédure par des commissions qui seraient composées de magistrats, d'experts, etc. Comme je l'ai dit, dans certains pays, il n'est absolument pas exigé que l'on connaisse la procédure du tout. Notre recommandation à cet effet, en tant que groupe de travail numéro 3, c'est que lorsque un expert judiciaire est inscrit pour la première fois, le candidat devrait prouver qu'ils ont participé à un cours ou une formation sur la procédure, donc pour développer leurs connaissances au niveau de la procédure et avoir réussi un test confirmant leurs connaissances ou ses connaissances. Le candidat devrait également fournir des preuves de son respect d'un code de déontologie, donc, ou des comportements, les meilleures pratiques. Ce que l'on doit également soumettre ou présenter à l'organisme d'inscription, c'est un certificat de la formation à laquelle on a participé. Et bien sûr, ce certificat serait délivré une fois que le test est réussi. Et ensuite, également, une signature attestant du respect des règles de déontologie. Quelles sont les obligations pour l'organisme d'inscription? Eh bien, dans certains pays, il n'existe pas de telle formation, ou du moins pas de façon régulière et connue. Autrement dit, dans des pays où l'on a de telles formations, bon, on ne pourrait pas imposer une telle obligation. Mais dans les pays où cela existe, l'on recommande que les candidats y aient participé. Et dans les pays où il n'y en a pas, il faudrait peut-être aussi avoir la signature donc, de ce code de déontologie et ainsi que le code de bonne pratique d'EuroExpert. Ensuite, lorsque l'on veut renouveler l'inscription de l'expert judiciaire, à ce moment-là, généralement, les règles de procédure ne changent pas énormément et les connaissances acquises n'expirent pas très rapidement. Généralement, en fait, ça s'améliore plutôt puisque l'expert judiciaire fait son expérience face aux tribunaux. Donc, lorsque l'on a un renouvellement de l'inscription, il n'est pas nécessaire à nouveau de prouver une connaissance nouvelle des règles de procédure. En revanche, il faudrait qu'il y ait, par exemple, un rapport d'activité qui
démontre ou prouve que l'expert a participé à un certain nombre de procédures devant les tribunaux qui peuvent attester de ses connaissances. Là, nous sommes très prudents, en fait, parce que nous savons qu'en pratique, certaines professions ou certaines expertises ne sont pas exigées très souvent devant les tribunaux. Donc, parfois, pour certains experts, ce ne sera pas réalisable. Et il faudrait à ce moment-là trouver d'autres solutions. Quant aux preuves qu'il faudrait pouvoir évaluer au niveau de l'organisme, ce serait de voir s'il y a eu une activité récente en tant qu'expert judiciaire. Bien sûr, nous avons beaucoup discuté au sein de notre groupe de savoir si ces connaissances sur les règles de procédure et si la participation à une formation était nécessaire ou pas. Nous en avions une partie du groupe qui n'était pas en faveur. Et ceux-ci ont argumenté que dans un grand nombre de pays, ce n'est pas obligatoire. Un petit nombre de pays rendent cet aspect obligatoire. Et dans certains pays, ces connaissances, en fait, sont transmises par des experts plus chevronnés à des experts novices. En effet, lorsque un juge a une affaire multidisciplinaire à différents experts judiciaires au même temps, il se peut que vous ayez également des experts plus novices qui travaillent avec des experts plus aguerris et apprennent à comment travailler dans ce contexte, interagir avec la Cour, rédiger un rapport d'expertise, etc. Donc, cette partie du groupe n'était pas en faveur d'une telle formation. D'autres personnes disaient que ceux qui étaient plus en faveur de cette formation, ça disait qu'une personne peut être certainement un expert dans son domaine, mais ça ne le prépare pas nécessairement à délivrer son expertise face à un tribunal. Et donc, il faut apprendre comment préparer un rapport d'expertise et comment le présenter face à la Cour. Bien sûr, ces connaissances permettraient également aux experts de faire leur rapport d'expertise, d'être le plus clair possible et permettre à ce moment-là aux juges de peut-être mieux comprendre et également d'arriver à une décision plus équitable et plus facilement à cette décision. Ensuite, la vérification en ce qui concerne les comportements déontologiques ou le respect des codes déontologiques. Je pense que ça, c'était la partie la plus facile parce qu'il y avait... La plupart des pays étaient d'accord. Bien sûr, tous les pays ont mis l'accent sur un code de déontologie et bien sûr un comportement en conformité avec ces règles déontologiques de la part des experts. Dans certains pays, donc, il faut signer le fait ou alors prêter serment que l'on respecte ce code. Et dans certains pays, il faut prêter serment après avoir été inscrit. Et dans certains pays, nous avons un examen pratique qui prouve que l'expert est conscient et est informé des différents concepts en ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité. Par conséquent, nos recommandations sont les suivantes. Lors de la première inscription, l'expert judiciaire ou le candidat expert judiciaire devrait avoir une preuve officielle, par exemple par le ministère de l'Intérieur ou que sais-je, ministère de la Justice. Donc, bien sûr, avoir une preuve qu'il n'a pas d'inscription au casier judiciaire. Et peut-être avoir aussi donc des références d'activités conformes aux règles de déontologie
par exemple, qui seraient fournies, ces références, par des juges, des procureurs, des avocats ou d'autres experts déjà inscrits. Ensuite, les preuves à fournir seraient donc un extrait de casier judiciaire ainsi que des lettres de référence. Quelles sont à ce moment-là les obligations pour les organismes d'enregistrement et d'inscription? Eh bien, il faut évidemment que ceux qui fournissent de telles preuves soient des organismes dont on peut vérifier facilement l'existence et la légitimité. Et lorsque l'on veut renouveler l'inscription, il faudrait que le candidat ou demandeur pour ce renouvellement puisse à nouveau produire un nouvel extrait vierge de son casier judiciaire. Benoît, maintenant, vous allez aborder le prochain aspect. Ce qui suit ne part pas d'un constat qui a été fait dans les pays, peut-être, mais s'en inspire un petit peu. C'est une proposition du projet d'introduire un mécanisme qui pourrait avoir une certaine valeur. En tout cas, on va essayer de vous le démontrer. Le sujet de cette planche est de discuter d'un moyen d'établir la bonne appréhension par le candidat de certaines notions éthiques à caractère général. Alors, ce dont il est question, c'est les sujets indépendance, impartialité, conflit d'intérêts, objectivité, enfin tous les éléments caractéristiques d'une bonne déontologie qu'on a évoqués et qui ont été évoqués par les groupes de travail précédents comme étant des éléments constitutifs nécessaires, enfin en tout cas dont la bonne appréhension de la notion est nécessaire à un candidat pour démontrer qu'il a l'aptitude à conduire des expertises. Et donc la proposition que nous allons formuler ici est d'essayer de vérifier cette bonne appréhension au travers d'un moyen qui permette d'établir cette bonne appréhension, mais d'une façon identique dans tous les pays. Donc l'idée, c'est d'établir un formulaire en ligne, établir d'une façon européenne un formulaire en ligne qui soumette le candidat à un test à choix multiples et que ce questionnaire soit harmonisé au niveau européen et garantisse une compréhension identique des notions que je viens d'évoquer d'une façon homogène à l'ensemble des pays européens. Donc, alors, ce test serait développé de façon européenne, mais mis à disposition en ligne au service des organismes d'enregistrement, de gestion du registre de façon nationale. Et la réussite, une bonne réussite à ce test européen serait la garantie de l'acquisition effective par le candidat des notions. Et donc ce test, qu'on pourrait imaginer construire à partir de différents vade-mecum existants et des codes de conduite, l'avantage que nous y voyons professionnellement, c'est qu'il contribuerait d'abord à donner une valeur transverse et européenne à cette reconnaissance, mais du point de vue du candidat et de l'expert, il contribuerait à renforcer son sentiment d'appartenance à un corps européen d'experts, donc défendant des valeurs et des principes de conduite de l'expertise commune. Donc voilà. Alors nous avons eu cette discussion de l'intérêt et de la difficulté de mener cette action. Il nous semble que la difficulté, c'est d'abord qu'il faut l'élaborer, mais ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué. La matière est là. Ça supposerait éventuellement un livrable supplémentaire du projet à construire. Il n'y a pas de difficulté technique à transposer ça. Aujourd'hui, les moyens peuvent être facilement mis en œuvre pour mettre cet outil à la disposition d'organismes nationaux en charge de gérer les listes. On peut y voir un autre inconvénient, c'est que ça peut faire un peu double emploi et éventuellement pourrait être contradictoire avec certains codes de bonne conduite ou de codes de pratique
qui serait propre à certains pays. Donc il faut être vigilant dans la construction de ce formulaire et sur la formulation qui va être adoptée. Mais une formulation européenne de compréhension de tous ces principes nous paraît être une valeur ajoutée intéressante parce que, comme on l'a dit, ça va renforcer en fait un sentiment d'appartenance à une valeur transnationale de la conduite de l'expertise. Donc il nous a semblé que c'était une proposition intéressante et qu'on voulait soumettre au jury. Alors, donc, nous avons couvert les 3 sujets initiaux de ma proposition, qualification professionnelle, expérience, formation, d'une part, connaissance des règles procédurales et des principes du procès équitable, dans une deuxième partie, la maîtrise des aspects de déontologie et du comportement, du bon comportement de l'expert en réunion. Nous sommes allés, dans notre groupe de travail, à aborder un certain nombre de sujets dont nous n'étions pas sûrs qu'ils allaient être couverts par certains des autres groupes de travail. Alors, le premier sujet, c'est la question de est-ce que cet enregistrement dans une liste d'experts, est-ce qu'on doit la considérer de façon unique? Est-ce qu'il faut considérer qu'elle doit être soumise à réévaluation de façon régulière? Alors, les résultats du questionnaire nous montrent que dans près de la moitié des pays, pas tout à fait, 47% des pays, l'inscription sur une liste a un caractère définitif. Donc, vous passez les étapes d'inscription sur le registre et puis vous êtes expert judiciaire jusqu'à la fin de votre vie professionnelle. Mais ça veut dire que dans l'autre moitié des pays, l'inscription est faite, est pas provisoire, mais est soumise à renouvellement et à réévaluation de façon périodique. Alors la question, c'est quelle est la durée, quelle est la périodicité de ce renouvellement. 2 tiers des pays considèrent que 5 ans, tous les 5 ans, ou plus, il y a certains pays, ça va jusqu'à 7 ans, mais en tout cas, la grosse majorité des pays dans lesquels la procédure est soumise à renouvellement ont un minimum de 5 ans pour apprécier la candidature à un renouvellement d'inscription. Et donc un tiers des pays qui font appel à un renouvellement de procédure ont une période plus courte de 2, 3 ou 4 ans. Voilà. Bon, ce qu'on a constaté également dans le questionnaire, c'est que la procédure de renouvellement, elle était toujours soumise dans l'ensemble des pays qui font appel à une procédure de renouvellement, à la production d'une attestation de formation continue et, pour certains, à un rapport d'activité du candidat à son activité en tant qu'expert judiciaire. Voilà. Alors, partant de ces constats, quelles sont nos propositions? Nos propositions, c'est que il nous a semblé raisonnable de penser qu'une proposition fondée sur le principe d'une inscription soumise à renouvellement, avec une périodicité de 5 ans pour examiner les candidatures de renouvellement, pourrait être acceptée dans la majorité des pays, en tout cas dans les pays pilotes qui participent au projet, et que c'est une proposition raisonnable de faire que cette procédure ait un caractère soumis à renouvellement et que ce renouvellement soit périodique tous les 5 ans, tout au long de la vie professionnelle de l'expert. Autre question que nous nous sommes posée, c'est la question du prêter serment, du codex, la charte de bonne conduite, etc. Donc, nous pensons qu'effectivement, le groupe a pensé effectivement que c'était également une proposition raisonnable, qu'au choix de l'organisme de gestion de la liste, l'organisme national vraisemblablement, puisque c'est dans cette direction qu'on se dirige, choisissent, mais au moins l'une des 2 propositions, c'est-à-dire de faire une prestation de serment orale ou demande un engagement écrit à une charte de bonne conduite qui serait développée par cet organisme.
Voilà, Daniela, je vous laisse le soin de conclure cette présentation. Okay, thank you. Merci. Et pour finir, la dernière recommandation de notre groupe, c'est l'assurance responsabilité professionnelle. Seul un petit nombre de pays au sein de l'Union européenne exigent qu'il y ait pour un expert judiciaire la nécessité d'avoir une assurance en responsabilité professionnelle. Nous estimons que l'assurance en responsabilité rappelle aussi à l'expert qu'il est effectivement responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il affirme dans ses expertises et qu'il doit respecter le code de déontologie. Et cela peut-être pourrait permettre également aux organismes d'inscription de démontrer que le candidat connaît effectivement ses responsabilités en tant qu'expert judiciaire. Mais, comme nous l'avons dit, c'est seulement nécessaire dans un petit nombre d'États. Et nous savons également que cela, évidemment, rajouterait encore du travail aux organismes d'inscription. Par conséquent, nous recommandons que cette exigence soit peut-être mentionnée dans par exemple, ce code d'éthique ou de déontologie. Voilà, nous en avons terminé avec notre présentation et nous